Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeking. Coucou tout le monde. Bonsoir. Ce soir accompagné de Lucille pour le Geeking numéro 282. Alors attendez, le titrage. Jeff, allez, on reprend les bonnes habitudes là, paf. Ce soir un petit Geeking intimiste, un Geeking à deux. Un Geeking duo boudoir. On prend un petit café et on se raconte ce qu'on a fait. C'est Geeking super-héros sidekick. Ouais, ok. Jessica Jones qui est ici présente et... Voilà, je sais pas à quel super-héros je ressemble. Vous serez juge dans les commentaires et dans la chatroom. Donc ce soir, dans cet épisode de Geeking, on va parler de plein de trucs. Ou plutôt de plein de petits trucs. Non, on n'a pas grand-chose à raconter parce que actualité peu chargée et semaine très occupée pour ma part. Plus manque de personnes. Donc ce sera un petit geeking, mais ne vous inquiétez pas, les gens reviennent à partir de la semaine prochaine. Il y a des gens qui rentrent de pays lointains, qui nous ont rapporté des trucs, j'imagine, sûrement, plein de choses. Un geeking avec les meilleurs, nous dit Luigi. Mais écoutez, merci. Pourquoi pas. Je sais pas si on est les meilleurs, mais en tout cas, on va essayer de donner notre maximum pour vous faire les reviews sur ce qu'on kiffe le plus et ce qu'on a kiffé le plus cette semaine. Lançons la première partie de l'émission. Allons-y. Première partie de l'émission, donc, je vais tout simplement revenir sur un tout petit truc. On avait parlé de Star Trek Discovery lors d'un geeking. Alors c'est un geeking où j'étais pas là. Donc ça devait être sûrement quand j'étais en vacances, il y a très longtemps. Mais on en avait parlé, donc je vais pas m'étaler dessus, mais je vais juste revenir dessus puisque Star Trek Discovery vient de finir sa première saison. Une première saison, ma foi, bien sympathique. Ça a démarré vraiment comme quelque chose qui était esthétiquement très proche des films de J.J. Abrams. Ouais. Et dans son scénario aussi. Donc ça, c'est ce que vous avez dit les autres à l'époque. Il y avait un espèce de petit twist à mi-saison qui a un petit peu changé la perspective et la façon dont fonctionnait la série. On est reparti sur quelque chose qui était un peu moins guerrier et qui était un peu plus sur le raisonnement et la façon dont on fonctionne, avec toujours cette espèce de côté science-fiction qui est toujours bien présent. Encore une fois, moi je suis pas quelqu'un qui connaît Star Trek, mais j'ai énormément apprécié cette saison. J'ai trouvé qu'elle était de très bonne facture et au fur et à mesure, et j'ai vu passer cet avis-là aussi sur Twitter, je crois que c'était Jérôme Kaimborg qui disait ça, que j'attendais l'épisode du lundi avec impatience, et je change pas d'avis. J'ai surkiffé cette première saison et j'ai tellement surkiffé que ça m'a donné envie de voir les autres épisodes de Star Trek pour le coup. Mais moi, c'est la question que j'avais du coup quand on connaît pas Star Trek, parce que du coup toi t'es pas fan à la base. Enfin, pas fan. C'est un bon départ. L'univers m'a pas choqué, c'est juste que j'ai jamais eu l'occasion de le regarder plus jeune et j'ai pas été dépaysé. Il y avait ce côté un peu guerrier. C'est vrai que connaissant un peu Star Trek et la réputation que ça avait, c'était quand même quelque chose de plus exploration et philosophique que quelque chose qui était hardcore combat, etc. Chose qui, dans la première partie de saison, honnêtement, ça bourrine pas mal. Ça se passe en pleine guerre avec les Klingons, donc c'est quand même quelque chose qui bouge pas mal. Et ça se calme un peu sur la deuxième partie de saison et on retrouve peut-être un peu plus ce côté-là. Je pense qu'ils ont voulu prendre les fans des films et les gens qui connaissaient fans. les nouveaux, ceux qui n'étaient pas forcément familiers de cet univers-là, et d'essayer de donner un peu raison à tout le monde et de dire merci à tout le monde. En tout cas, voilà, j'ai surkiffé la première saison, je vais pas m'étendre encore plus dessus. C'était vachement bien, et si vous n'avez pas jeté un coup d'œil, essayez de lui donner une petite chance. Voilà. Je trouvais ça cool. Moi je l'ai pas du tout regardé, j'ai pas suivi, je suis pas fan de Star Trek à la base, mais ça me donne bien envie en vrai. J'ai vu des extraits par-ci par-là, les visuels pour une série, je trouve ça ouf. Ouais, non, mais c'est ça. Et ça me donne envie de me mettre à Star Trek, quoi. Non, mais franchement, voilà, c'est un bon point d'accès. Après, je sais pas ce que ça vaut par rapport aux autres séries. Il faut que je suis en train de me regarder. Je suis en train de pas regarder celle de 1960, c'est The Next Generation. Donc c'est avec voilà, j'ai pas les noms des acteurs comme d'habitude parce que je retiens pas les noms, mais voilà, je regarde TNG, The Next Generation, et j'ai hâte de continuer, tout simplement.
Sinon, je continue à parler parce que je suis un fifou. Non, tiens, on va parler de ton sujet d'abord. Junji Ito on reste Collection. dans les séries. Ouais. Sauf qu'on va bouger, on part des États-Unis pour aller au Japon. Attends, non, c'est pas les États-Unis, c'est l'espace. L'espace. Ah, mais c'est une série américaine, c'est ça que je voulais dire. Jean-Luc Picard, merci. Patrick Stewart, merci la chatroom, toujours là pour rattraper mes erreurs de comment on s'appelle, de nom, les oublis de nom. Donc. Ouais, je vais vous parler de Junji Ito Collection. Alors j'ai vu passer ça dans les nouveautés animées. C'est nouveauté 2018, c'est tout neuf. C'est même pas que ça vient de sortir, c'est que c'est en train. En fait, Junji Ito Collection, c'est une mini-série en 12 épisodes, donc un format de 20 minutes, format habituel des animés. Ouais. En 12 épisodes, qui est là pour célébrer du coup les 20 ans de carrière du mangaka Junji Ito. Ouais. C'est un mangaka qui fait des petites histoires courtes du style horrifique, surnaturel. Voire glauque. Ouais, non, surtout très 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 glauque. Quand on voit les images. En fait, là c'est un extrait de quelque chose comme le 4e épisode, quelque chose comme ça. C'est un personnage qu'on voit plusieurs fois, que j'ai déjà vu dans 2 épisodes différents. Alors en fait, du coup, c'est pas une histoire qui se suit sur tous les épisodes. C'est vraiment sur les 20 minutes, on peut avoir 5 minutes d'une petite histoire horrifique et le reste d'autres choses. C'est à chaque fois beaucoup de malaise et de la réflexion sur la mort, les spectres, la mémoire, plein de choses comme ça. C'est assez gore, là vous voyez pouvoir sur cette image, c'est assez gore. Ce n'est pas un hentai, le Wheezy. Donc c'est pas pour tout public, on est d'accord. Non, c'est vraiment pas pour tout public. Junji Ito, c'est un mangaka du style seinen, du coup, donc même pas pour adolescents. C'est adulte. Public averti, on va dire. Et c'est plein d'histoires très très glauques, de poupées, de transformations, de fantômes, de personnes qui sont hantées. Ouais. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en regardant, du coup, là je vous ai mis une image du coup du manga papier pour vous dire que sur le manga papier ça a l'air tout aussi glauque et du coup je connaissais pas du tout le manga papier. L'univers du coup de la série animée a l'air de bien retranscrire l'univers du manga papier. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé au niveau tu l'avais pas lu le ah non, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout ce mangaka, là je découvre son univers avec cet animé. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé au niveau des sensations, du coup on connaît pas les personnages. De toutes les 10 minutes en gros on se retrouve face à des personnages qu'on connaît pas ni rien. Et du coup, il y a très très vite un moment de ok, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? On sait jamais. Parce que c'est pas un personnage comme on a l'habitude de voir dans les mangas où il a des pouvoirs, machin. On est dans le monde réel et il se passe des trucs très très bizarres. Vraiment très bizarres. Et du coup, on a cette sensation de malaise. Ça fait un peu penser à Burton, moi. C'est peut-être en plus gore et en plus horrifique, mais. Ouais, j'ai pas trouvé forcément une inspiration. Je connais pas du tout, je précise. Donc, une inspiration Burton, c'est clairement du glauque et du fantasmagorique, tout ce que tu veux, du gothique. Et moi ce que je trouve génial c'est que du coup on est très très vite dans une sensation de malaise en fait. Voilà, sans spoiler, on a divers monstres, on a des gens qui se transforment en escargots, des choses comme ça, on a des personnes qui se retrouvent au milieu d'une rue où tous les gens ils ont des masques très bizarres, il y a un serial killer dans le coin. Il y a monsieur Jean dans la chatroom, lui il dit moi j'aime pas les poupées et j'ai horreur des fantômes et des petites filles. Ah, c'est pas trop pour toi. C'est quand même très spécifique, donc c'est pas forcément pour toi. Il y a pas trop de poupées. Ah non, je dis il y a pas trop de poupées, non, il y a un épisode où il y a un épisode où il y a des marionnettes tueuses. Ouais, c'est ça. Donc non. Ouais, c'est tous les codes de l'horrifique. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on est très très vite dans une sensation de malaise. Immédiat et qui te tient pendant tout l'épisode. Et alors du coup, moi je me suis fait un rush où j'ai regardé 5 épisodes d'affilée. T'es bien quand tu sors de ça. Ouais, et il y a un côté. C'est pas le meilleur truc pour combattre le mal de ventre. Exactement. Et en plus, du coup, c'est vraiment un système de petites nouvelles surnaturelles où il n'y a pas de résolution. D'accord. C'est-à-dire que tu peux avoir un personnage. Ouais, c'est vraiment une fin ouverte où on te demande d'accepter de pas avoir de dénouement et de pas avoir de réponse. Okay. C'est voilà, accepte que c'est surréaliste, accepte de pas savoir si oui ou non il est mort, si oui ou non il a bien vu un fantôme. Et moi ça m'a rappelé la sensation au collège quand j'ai lu du Maupassant. Je sais pas si t'as déjà lu des nouvelles de Maupassant, c'est voilà. Ça remonte à longtemps. Ça remonte à longtemps, mais voilà, moi au collège j'avais lu des nouvelles de Guy de Maupassant et il y en a une qui m'avait marqué, c'est l'histoire d'une main tueuse qui était enchaînée et qu'on retrouve du coup sans la chaîne et la personne qui avait la main est morte étranglée. Voilà, c'est ce genre de délire Maupassant et j'ai trouvé exactement le même genre de sensation en fait au visionnage que j'avais eu quand j'avais lu du Maupassant. Donc Junji Ito Collection, ça se retrouve où en France ?
Alors pour l'instant, du coup, c'est sur divers sites de streaming. Oui, c'est pas bien. Non, c'est les VHS que t'as reçus de ton oncle japonais. Exactement. Exactement. C'est pas la promotion de ce genre de truc, quand même. Non. Par contre, je veux un DVD qui sort et je serais ravie de le voir en magasin disponible pour vraiment découvrir ça. C'est un mangaka du coup qui est pas connu en France, mais là d'avoir un animé en plus qui se regarde très très vite vu qu'il y aura que 12 épisodes qui seront dans cette anthologie. Là pour l'instant on en est à 7. Donc ça va très vite se finir là, avant la fin de l'hiver ce sera fini. Ouais. Moi je veux un DVD qui sort dans les magasins pour que les gens connaissent l'univers de Startist parce que j'ai trouvé ça très 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 sympa et c'est pas à tout le monde parce que c'est vrai quand on a peur des poupées, des machins et tout ça, des gens qui aiment pas le gore. C'est un peu gore. C'est un peu gore, voilà, c'est peut-être pas c'est pas axé pour tout le monde, mais par contre je trouve que c'est un mangaka qui du coup 20 ans de carrière au Japon et en France on ne connaît pas. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, ça m'a beaucoup plu. Très bien, écoutez, Junji Ito Collection, donc demandez les VHS de la part de vos oncles. Vos oncles japonais vont tous vous envoyer les VHS. Ouais, c'est ça. De Junji Ito. Tiens, moi je vais attaquer mon gros sujet. Bam, j'ai joué à un jeu vachement cool qui s'appelle Kingdom Come Deliverance. Alors c'est pas King.com, le mec qui faisait Mega Upload, etc. C'est pas le néo-zélandais, non. Je suis juste en train de vérifier mon ordi parce que c'était en fait un projet Kickstarter à la base que j'avais crowdfundé à l'époque. À l'époque, c'était il y a quelques temps. C'est pour ça que je suis en train de chercher la date que j'ai pas forcément notée. D'accord. Dans mes petites notes. Bref, je vais retrouver ça. Donc le sujet de base de Kingdom Come Deliverance, je vais vous mettre des petites images comme ça. Ça montrera pas que je suis en train de le chercher. Donc le propos de base en fait c'était de montrer la vie d'un chevalier un petit peu avant la Renaissance dans une Europe de l'Est médiévale. Voilà. Une histoire non linéaire où on était capable en fait de choisir un petit peu la façon dont on allait progresser, un système de combat assez réaliste, un personnage que tu peux vraiment que tu peux vraiment personnaliser avec des compétences, etc. Donc c'était ce que le jeu à l'époque quand ils l'ont proposé au financement, la promesse. Proposait. Ouais, c'est un studio qui s'appelle War Horse Studio. Et ils avaient demandé un paquet de sous. Ils en ont eu 1 million de livres, ce qui est quand même pas mal. Et les projets qui dépassent le million dans le jeu vidéo, ils sont pas non plus légion. Et c'était plutôt cool, ça me plaisait comme projet et j'avais bien envie de voir ça. Je crois que c'était en 2015 ou 2014 le projet. Ouais, j'ai vu passer dans le chat Killer Volant nous dit 2014. 2014, ouais. C'est ça. Donc, alors vous avez pu voir dans les photos que je vous ai montrées déjà, c'est plutôt joli. Et je pense que c'est une des qualités principales de ce jeu. Effectivement, pour un jeu indé, ça envoie quand même. Pour un studio indépendant, bon, ils sont une centaine maintenant, mais c'est vrai qu'ils ont démarré, ils étaient une vingtaine, une trentaine. Pour un jeu indépendant, je parle souvent d'écran en ce qui concerne les images et les jeux vidéo, etc. Mais on est face à un bel écran. C'est-à-dire que le jeu, il a de la gueule. Le jeu il est joli, la musique est plutôt cool, les environnements et les décors qui ont été créés sont vraiment sympas, il y a une direction artistique qui est vraiment hyper jolie. Je vous montre juste une petite photo qui est la photo de la carte. Voilà, de la carte. Au lieu de se taper une carte photoréaliste un petit peu particulière, là on se retrouve face à comme si ça avait été fait par un espèce de moine, tu sais, dans un monastère qui avait recopié une carte ou peint à la main. Et ça se veut le plus réaliste possible. Je vous ai préparé des petits gifs. Bon, c'est des gifs des trucs en développement, mais ça vous montre à peu près. Vous voyez l'espèce de réticule de visée que vous avez au milieu de l'écran. Mais en fait, le but du jeu, c'est que dès que vous vous battez au corps à corps avec un personnage, vous avez 5 façons de l'attaquer, en haut, sur les côtés, en bas sur les côtés, ou alors un coup d'estoc en faisant un clic droit. Et ça rend en fait les combats assez mouvementés et réalistes. C'est-à-dire que hier par exemple j'ai fait un combat contre un boss, un personnage assez balèze, assez costaud et compagnie, et ce personnage là j'ai galéré pour le tomber, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas mis juste 2 coups d'épée, etc. C'est assez technique, c'est à dire que tu vas énormément bouger sur les parades, sur l'esquive, sur le combat, etc. Donc
ça, c'est pour moi les côtés très positifs du jeu. C'est-à-dire qu'il est beau, que tu as cet aspect-là de simulation, parce que je pense que c'est limite ça, en fait, on pourrait limite le considérer comme pas que seulement un jeu de rôle, parce que vous avez un aspect jeu de rôle, c'est-à-dire votre personnage, vous ne choisissez pas qui il est, à quoi il ressemble, puisque vous tombez un petit peu avec tout ça. C'est le personnage de Henri, le fils du forgeron, qui a une vie paisible, tranquille, peinard, et puis qui son village se fait raider la gueule par des envahisseurs. Et vous choisissez pas vraiment le destin de ce personnage, mais à partir du moment où vous le contrôlez, vous allez choisir ce qui lui arrive. C'est-à-dire, est-ce qu'il va devenir un peu un gros troufion, est-ce que vous allez plutôt le faire en sorte qu'il soit proactif et qu'il subisse pas trop ce qui lui arrive, mais qu'il décide plutôt de certains trucs. Il y a cet aspect vraiment présent de se dire, je vais jouer un personnage qui est le fils d'un forgeron à l'époque médiévale, et on le ressent, quoi. Ouais, et c'est limite de la simulation sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y a une quête prédéfinie avec une histoire, ou est-ce que c'est un peu comme dans Fable, on peut prendre des décisions qui influent En fait, t'as une quête prédéfinie, mais en fonction de ce que tu vas choisir, il y a des embranchements, quoi. C'est-à-dire que il y a un moment, tu vas chercher un bandit qui a commis des méfaits dans un village. Tu peux très bien en rester sur la surface, c'est-à-dire juste explorer des pistes. Dès qu'il y a un mec qui n'a pas envie de parler, tu lui mets des boîtes, etc. Ou tu peux essayer de rentrer dans le jeu et d'aller voir les personnages qui les ont rencontrés, d'essayer de leur parler, d'être pote avec eux, etc. Enfin, je me suis retrouvé en cherchant un bandit, à boire des coups avec un prêtre, à finir complètement torché, à faire des bagarres de bar pour ensuite coucher avec des gueuses de la taverne, parce que voilà, il y a du comment ça s'appelle, la VF est plutôt bien foutue pour le coup. Ils ont essayé au maximum de caler des mots de vieux français dans leur traduction, et pour une fois que la VF, que je trouve plutôt bonne, elle est intéressante. Mais voilà, ça c'est pour les points positifs. Donc c'est un très bon jeu, c'est un très joli jeu, un très joli écrin, il y a de très jolies choses, et sur cet aspect-là, il est vraiment très bien. Mais là où le bas blesse... ça sent le mais, là. Non, là où le bas blesse, c'est que, premièrement, ça c'est une chose qui peut être réglée, donc c'est pour ça que j'en parle en premier, il y a énormément de bugs. De style bug graphique. De style bug graphique, mais il y a aussi de grosses décisions de gameplay qui foutent énormément la mouise dans le jeu. Je vous parlais tout à l'heure de cette espèce de système de combat multi-parade, etc. Quand on est en 1 contre 1 face à un personnage, typiquement un combat de boss où c'était une arène, littéralement, et où j'étais en train de me taper avec lui, etc., c'était top. Ce système-là est parfait. Dans les moments où il y a une mêlée et où tu te retrouves à plus d'1 personne sur ta gueule, donc dès qu'ils sont 2, ou dès qu'ils sont 3 ou 4, c'est la merde. Et c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire que c'est vraiment hyper chiant pour pouvoir se battre. Alors s'il y a un autre groupe de personnages et que vous êtes à 5 contre 5, ça va encore, parce que chacun se prend à peu près les mêmes personnages, etc. Mais dès que tu te retrouves à 2-3 contre 1, j'ai eu un cas où on est à 4 contre 1. Ah oui, avec une magnifique résolution de l'esquivage. Et Dieu sait si moi, les phases de jeu où je me fais tuer en boucle, j'ai tendance... Ouais, ne casse pas tout, s'il te plaît. Tout va bien. J'ai tendance à manger un peu de sel, quoi. Hein, des poignées de gros sel, comme ça que je mange, je dis je suis bien énervé, etc. Mais là, c'en était rageant, parce que c'est limite, le jeu, il te punit, alors qu'il est juste mal foutu. Tu vas mourir. Ouais, c'est ça. C'est vraiment hyper dommage. Donc d'avoir fait un espèce de... Alors ça me paraît réaliste pour le coup, si tu veux vraiment faire l'avocat du diable, et le fait que tu sois vraiment en 1 contre 1. Mais voilà, cette espèce de système de combat qui est très dommage, sans compter les très nombreux bugs qui sont présents dans le jeu et qui te foutent un peu en l'air ton expérience, entre les bugs de collision, les bugs d'IA, les bugs de je suis pas capable de monter cette petite corniche. C'est parfois un peu chiant, et c'est dommage. Après, c'est pas un gros studio, c'est pas un gros truc. Je crois que c'est leur premier jeu en plus à cette. Je sais pas si, c'est leur premier gros jeu. Et honnêtement, quand tu le regardes, tu te dis ça a quand même la gueule d'un jeu triple A, quoi. Un jeu qui est sorti avec énormément de moyens, etc. Il avait que
il avait, enfin de financement de la part du public, il avait que 1 million de livres. Bon, j'imagine qu'ils ont dû faire des levées de fonds et des trucs comme ça, etc. Mais ça s'est pas fait avec le budget d'un jeu AAA. Et c'est pas un Skyrim de Bethesda. C'est pas un Skyrim de Bethesda. Mon conseil, je pense que pour l'instant il vaut pas son prix en monnaie sonnante et trébuchante. Mon conseil, c'est d'essayer d'y jouer à partir de la semaine prochaine, parce qu'apparemment il y aura un gros patch qui corrigera pas mal de trucs, notamment des bugs de pathfinding au niveau des ennemis qui vous arrivent sur la gueule, etc. Voilà, pour mon conseil, c'est ça, c'est que c'est un très bon jeu, c'est un très bon RPG. Je pense qu'il y a encore trop de bugs pour pouvoir en profiter. Je pense qu'après certains patchs, il sera beaucoup plus jouable, et si notamment ils essaient de revoir ce système de combat et de le débugger un peu, notamment quand il y a plusieurs personnages, on aura déjà enlevé, à mon sens, 50% des trucs chiants dans le jeu. L'autre pourcentage de trucs chiants, qu'est-ce que c'est ? C'est que les quêtes secondaires sont pas hyper intéressantes. Et et c'est dommage, parce que le problème c'est que si le jeu était sorti il y a 2 ou 3 ans, tu aurais pu encore lui donner lui donner l'excuse de dire bon, c'est les premiers open world grand public qui sortent récents à l'heure actuelle, et ça c'est pas hyper grave. Aujourd'hui, ça passe plus. Aujourd'hui, ça passe un peu moins bien, ouais. C'est trop simulateur de randonnée. Allez, va tuer ce camp de méchants, ramasse 10 pots de bêtes et 3 cochons, ramasse les rossignols. Bon, d'accord. C'est embêtant. Voilà. Si vous êtes fan des roues dialogue, si vous êtes fan des RPG, honnêtement, vous kifferez ça. Si vous attendez un open world à la Skyrim ou à la Zelda, c'est beaucoup plus lent. C'est plus chiant. N'ayons pas peur des mots. Mais voilà, je vous ai donné tout ce que je pouvais sur ce jeu. Je pense qu'il deviendra beaucoup plus agréable à jouer à partir de quelques temps quand ils l'auront patché. Mais en dehors de ça, peut-être attendez un peu avant de l'acheter. C'est sûr, PC, PS4 et Xbox. Ça va. Voilà. Quand même une jolie portabilité sur console. Voilà, c'est portabilité, tout à fait. Bref, en tout cas les graphismes et l'ambiance est super cool, exactement, la musique est sympa, il a plein de bonnes qualités, et honnêtement pour un petit jeu comme ça qui sort d'un studio d'Europe de l'Est, je pense que ça a le mérite d'être loué. Il est à combien du coup ? D'être applaudi. Comme les jeux sortis de base, c'est 60€. Ok. Ouais. Okay. Voilà, Kingdom Come Deliverance, donc sorti cette semaine, vachement cool. On a dit qu'on clôturait par Black Panther, on fera qu'une seule partie, hein. J'avais précisé que c'était un tout petit geeking ce soir, donc il fera même pas 1 heure. Parlons de Stargate Origins. Juste avant, merci pour le sub de Zan et de Resub. J'avais pas vu. d'Hydreliox. Merci les gens, très gentil à vous. Et oui, Stargate Origins. On en avait peut-être parlé dans Geeking, je ne me souviens plus. Je sais, moi en tout cas pas quand j'étais là, donc sans doute avant. Ouais. Mais ouais. Ça avait été annoncé il y a quelque temps que y avait un projet qui se montait sur Stargate. C'est une web série que vous pouvez accéder sur stargatecommand.com, qui est le service de SVOD de Stargate. Voilà. C'est bien. Ça parle de quoi ? Ça parle de quoi ? C'est un préquel au film qui est sorti en 1994. Très bon film d'ailleurs. De Roland Emmerich. Musique parfaite, etc. Ah oui. Superbe. Il est vraiment très cool. Donc c'est un préquel et qui parle de l'histoire de Catherine Langford. Et Catherine Langford, vous la voyez dans le film et vous le voyez un petit peu dans la série. C'est la dame qui, avec son papa, a découvert la porte des étoiles, vous savez, celle qui a le médaillon. Et ça raconte son histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pour arriver du moment où elle a trouvé la porte jusqu'au moment où on la voit dans le film, etc. Et bon, le personnage de Catherine Langford est assez intéressant. Elle est interprétée par Edley Gall. Après, c'est une web série. Donc, voilà. Encore une fois, on va pas prendre les mêmes clés de jugement que pour une série normale, etc. Niveau production, on sent qu'il n'y a pas de budget. Alors, ça dépend où, parce que le budget des effets spéciaux. Alors, on précise qu'on a vu des points positifs. On a vu que les 3 premiers épisodes. Ouais. Donc, peut-être qu'à partir du 4e épisode, ce qu'on a dit n'a plus aucun sens, etc. Donc, on fera une critique que sur les 3 premiers. Est-ce qu'on y reviendra quand ce sera fini, si jamais ça change ? Ah bah écoute, on verra bien. De toute façon, en France, ce n'est pas disponible, donc il faudra peut-être de l'aide de nos oncles américains, ce coup-ci, qui nous enverront des VHS eux aussi. Mais
Bon, alors après, je trouve que dans la production, il n'y a pas vraiment de problème. C'est plutôt joli, les décors, on y croit, les effets spéciaux sont point pas positif, moches, etc. Voilà, on peut dire au moins Donc ça, visuellement, décors, costumes, effets spéciaux. Ça fait un peu huis clos, mais encore une fois, c'est une web-série, donc c'est même pas une série, c'est des petits épisodes de 10 minutes. Encore, la toute première scène du premier épisode, c'est en extérieur. Où, ça vient du film. Ça vient du film? Ouais. Ok, désolé. Ça vient du film. Ah oui, j'en suis sûr. Déjà sur la qualité, il n'y a pas la même, mais je crois me souvenir que c'est ça dans le film. Je l'ai pas revu avant d'en parler ici. Mais bon, après c'est une web série et pourquoi je précise là-dessus, c'est parce que comment dire? Ah là là, je suis le méchant nazi. Je suis un méchant général nazi. J'ai une cicatrice sur le côté. Quand j'ai vu que le truc se passait en 1930 et qu'il y avait des nazis, je me suis dit, ils se sont fait un petit trip Aventurier de l'Arche perdue, Indiana Jones, etc. Ça va. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est difficile de pas y penser en tout cas. Indiana Jones. C'est difficile de pas y penser parce que tu dis Égypte 1930. Oh, il y a un barre de ça a été bien coupé. Il est beau cette capture d'écran, magnifique. Bravo. Et honnêtement, j'arriverai même pas à réexpliquer ce qui se passe. En gros, elle est avec son père. Ils ont découvert la porte il y a des années. Voilà. Maintenant, ils font des études pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette chose. Elle a un petit ami. Quand soudain, à coup, les nazis débarquent et il se passe un truc. En fait, moi, le souci en termes de structure, il y a l'élément perturbateur, on va dire, c'est des nazis qui débarquent, mais il n'y a pas vraiment de situation initiale à part. Il y a cette nana, Catherine et son père, qui étudient la porte, mais on connaît à peu près rien d'eux. Voilà. Et pour une préquelle, c'est quand même bien normalement de présenter des personnages, au moins les personnages principaux. Et il y a ces nazis qui débarquent, qui eux ont un parchemin magique pour déclencher la séquence. Ah là, tu spoil là. Oh. Ils ont, je spoil pas tout. Il se passe un truc. Il se passe un truc. Il y a des nazis, ils arrivent et il se passe un truc. Et eux, ils arrivent à ouvrir la porte. Voilà. Ça, c'est le premier épisode. J'en dis pas plus. C'est quoi la montre? C'est une Misfit Vapor que j'ai. Le gros problème, moi, je trouve, c'est les acteurs. Ouais, ils jouent pas tous. Les acteurs, l'actrice que tu as citée qui joue Catherine, ça va. Ça va. C'est franchement pas la pire. Par contre, les autres, c'est... Merde. On hésite entre le très surjoué et le très sous-joué. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. C'est un peu... Il y a un peu un humour de merde. Il y a des blagues un peu Stargate, nulles. c'est pas vraiment la série, même à l'époque, la série SG1, c'est pas vraiment la série que tu regardes pour son jeu d'acteur. Enfin, tu regardes Atlantis, honnêtement, le jeu d'acteur, tu peux te pendre tellement c'est mauvais. Mais pour moi, ça a plus une... Encore une fois, c'est un truc d'enfant. Moi, je regarde ça quand j'étais gamin, Stargate, et pour moi, c'est la découverte. Et tu vois qu'ils avaient toujours la même forêt, tu vois que c'était toujours au même endroit, etc. Mais c'est plus cet aspect-là. Alors attention, je fais pas de comparaison avec Star Trek, parce que je vais pas me faire tirer dessus, etc. Mais pour moi, pour ma génération, c'est plus c'est ce qui ressemble le plus à un Star Trek pour les gens de mon âge, quoi. Oui, parce qu'on a aussi... Bon, il y a le côté très guerrier dans Stargate, là, que tu disais. Oui, et puis c'est l'armée américaine. Il y a un peu un côté personnages... exploration et tout ça aussi. Puis il y a ce côté exploration, et puis bon, bref. Voilà, vous avez compris à peu près ce qu'était Stargate. Si vous avez vu le film, en général, vous avez une petite idée de ce qui se passe après. Même si je préfère le film à la série, perso. Mais là, on retrouve pas ces éléments-là, en fait. On va les retrouver peut-être plus tard. 30 secondes. Sur 3 épisodes, ce que je trouve un peu dommage. Sur les 3 premiers épisodes, je t'ai trouvé ça assez pauvre. Est-ce que c'est juste le temps que le truc se fasse ou que ça se passera après, je sais pas. Après, sur 10 épisodes... On est en train de parler 5 minutes, on a déjà fait la moitié d'un épisode. Donc faut pas non plus s'étendre trop. Voilà, mais bon, sur 10 épisodes, on en a déjà vu 3. Pour l'instant, c'était de manière générale assez pauvre. Alors je sais, c'est une web-série, c'est difficile de parler de budget, tous ces trucs-là. Moi, ce qui m'a le plus gêné quand même, c'est les acteurs et la mise en scène assez cheap. Ça fait très cheap. Et... on a un peu du mal à voir où ils veulent en venir et est-ce qu'ils vont vraiment... Est-ce que ça sera important dans Star Trek de manière générale? Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que c'était bien nécessaire? Espérons que ce soit le mec qui compare Stargate à Star Trek en portant un t-shirt Doctor Who. Bah oui, mais c'est méta. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, voilà, moi, faut voir le côté... Voilà, ils ont décidé de produire une web-série Stargate, il faut que ça apporte quelque chose au Schmidblick. Si ça apporte rien... Pour l'instant, ça apporte pas grand-chose. À quoi ça sert? Donc c'est pas hyper prometteur.
malheureusement, cette petite web-série Stargate. Disons que je sais pas si mettre le moins de budget possible était la meilleure chose à faire à Stargate. T'aurais pu faire une mini-série ou un truc comme ça, à mon avis, avec plus de... Bon, encore une fois, le truc est pas fini. Alors, la chose à savoir, c'est que sur ce service de VOD, là, sur stargatecommand.com, je vais l'ajouter dans le titrage, comme ça, si vous voulez voir un coup d'œil, vous pouvez avoir accès aux 3 premiers... Et en plus... aux 3 premiers épisodes sans avoir à la publication de ces 3 épisodes sur YouTube, a été mis à disposition au visionnage le film en entier de Roland Emmerich. Vous y avez accès, vous cherchez sur YouTube, vous tapez Stargate film, vous pouvez le trouver dans son intégralité, et ça c'est plutôt cool pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est un très bon film, donc franchement si vous l'avez pas vu, c'est un classique. On vous le conseille. En SF, Stargate c'est du classique. Ouais, je vous le mets dans la chatroom aussi, mais voilà, le service de SVOD, vous pouvez voir les 3 premiers épisodes. Après, il faut être... alors attendez, je crois que c'est seulement USA, Royaume-Uni, Allemagne et Canada. Vous pouvez souscrire à leur service pour voir le reste. Bon, je sais pas, moi j'attendrai sûrement de voir le... Ouais, on va tout regarder quand même. Ouais, j'essaierai de voir ça. On va tout regarder quand ce sera publié. J'avais un doute sur un préquel à Stargate, quel intérêt. En fait, je pense que c'est juste pour mesurer et voir si les gens sont motivés par voir du Stargate. Je pense que ça doit être ça leur objectif, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure... T'as tes terrains pour produire autre chose derrière ? Pourquoi pas ? Je ne sais point. C'est vrai que des dernières séries, bon, Atlantis encore ça avait été, mais ils avaient sorti Universe, je crois que c'était complètement cassé la gueule. En fait, tout s'est arrêté après Universe, mais Universe c'était pas si mauvais que ça, je trouve. Ouais, mais ça avait eu de très très mauvais retours. C'était au bout, enfin, le truc était un peu au bout de sa vie aussi, quoi. Voilà, donc est-ce que c'est pas... On fait une petite web-série pour voir est-ce que le public est toujours là et... Moi, je sais pas, j'ai pas saisi l'intérêt. Est-ce que c'est un préquel à quelque chose qui arrivera plus tard ? Je ne sais pas. Écoutez, on sait pas. Nous verrons bien. En tout cas, le retour sur Stargate Origins, c'est pas top. Star Trek est beaucoup plus populaire et culte que Stargate. Stargate, ça a marqué quand même. Enfin, SG1 dure 10 ans. Pour moi, c'est une question de génération. Il y a Gossip qui me fait un cœur et qui me dit Jeff. Cœur toi aussi, Gossip. Je pense que c'est plus une question de génération. Moi, j'ai pas été. Moi, à la télé, quand je regardais la télé, il y avait pas Star Trek. Donc, forcément, j'ai pas été impacté par Star Trek étant enfant comme j'ai pu l'être par Stargate. Et moi, pareil, j'ai vu le film en 94, j'avais 5 ans, 6 ans. Donc je l'ai vu, j'ai dû sûrement le voir un petit peu après parce que c'était quand même un peu violent comme truc. Jamais j'aurais regardé un truc comme ça en étant aussi jeune. Mais c'est plus une question de génération. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec Star Trek. C'est parce que dans l'imaginaire des gens qui ont vu ça à l'époque, Star Trek c'est hyper ancré dans leur mémoire. Mais moi c'est pareil. Stargate c'est énormément de souvenirs. Et encore une fois, les souvenirs c'est pas uniquement ce que vous regardez, mais c'est aussi ce qu'il y a autour de vous quand vous les regardez. C'est les soirées du samedi avec les frères et sœurs, c'est les gens qui étaient autour de vous et qui sont pas forcément là pour le voir avec vous. Enfin, les souvenirs, c'est ça. C'est pas que un objet culturel. Stargate, c'est important parce que ça fait partie de ta vie à un certain moment. Bref. C'est beau. La nostalgie, vous savez. Le regret du temps passé. Enfin bref. En espérant qu'il fasse quelque chose de mieux que ça, parce que ça c'est pas hyper cool. Il reste encore quelques épisodes, on va voir ce que ça donne. Ouais. Pour l'instant, c'est un bon gros bof. Le dernier et autre truc dont on voulait vous parler, c'est la grosse sortie de la semaine que j'ai pas encore vue. Je suis dégoûté de pas pouvoir en parler avec vous, mais j'ai promis de le voir avec quelqu'un d'autre, donc ce sera pour samedi. Voilà, moi par contre... Toi tu l'as vu. Voilà, le 14 février pour moi cette année, c'était absolument pas la Saint-Valentin, encore moins le match Real PSG. Moi, le 14 février, ça voulait dire Black Panther. Va te faire foutre pour tes fleurs, je vais à Wakanda. Ah, exactement. Moi, j'ai rendez-vous avec le Wakanda. J'ai rendez-vous avec T'Challa. Donc, T'Challa, qu'on avait déjà vu, du coup, en 2016. Ouais. Dans Captain America Civil War. Ouais. C'était le film. Alors, le personnage avait été teasé en 2014, comme quoi il allait intégrer le Marvel Cinematic Universe. Ouais. On l'a vu pour la première fois en mai 2016, et là, ça y est, il a son propre film. Ouais. Et c'était super cool. C'était le kiff. On en avait parlé dans un GMZ, parce qu'il y avait eu un trailer qui était sorti avec la BO de Kendrick Lamar. Ouais. Et du coup, on avait teasé. Déjà que le film, j'avais bien envie de le voir. Visuellement, il avait l'air cool. Et la musique, Kendrick, moi je trouve que c'est un génie du hip-hop.
Je vais en venir sur la musique. Prenez avec des guillemets. Vas-y. Mais de manière pas générale, vu le film, donne-moi envie de le voir. Ah oui, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait qu'il n'était pas hyper chaud. Ouais. Je vais vous donner envie de voir Black Panther en fait, tout simplement. Est-ce qu'il faut aller le voir? Oui, parce que c'est un bon film. Par rapport au tout le reste du MCU, à la limite on s'en fout. Allez le voir juste parce que c'est un film qui est kiffant. Avant tout, c'est ça qu'il faut voir. Alors l'histoire. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe? On a donc le roi T'Chaka qui est mort. Et son fils T'Challa doit devenir le nouveau roi du Wakanda. Le film s'ouvre sur la légende du Wakanda. C'est un pays d'Afrique sur lequel a atterri un météore de vibranium et c'est devenu un peu le pays le plus riche d'Afrique. Et pour préserver cette technologie et ses richesses, ils se sont un peu enfermés du monde et le gardien qui protège le Wakanda, c'est Black Panther. Donc c'est un titre qui se transmet, c'est ce qu'on a appris déjà on l'avait appris. C'est l'originalité de ce super-héros, c'est que c'est pas j'ai été mordu par une araignée radioactive et pouf, je suis Spider-Man. C'est un titre qui se transmet de génération en génération dans le Wakanda, et donc il y a un côté ancestral et on sent pour le personnage de T'Challa que c'est quelque chose d'énorme d'avoir ce costume. C'est un héritage en fait. Et le film c'est vraiment ça, on est plongé dans le monde du Wakanda. Et on sent le côté culturel, ancestral du pays. C'est très très bien foutu visuellement, notamment parce qu'en fait on nous explique, je ne vais pas spoiler, je vous dis des éléments de contexte sans vous parler de l'histoire du film. Je montre des images. Voilà, j'ai mis plein d'images. C'est le Wakanda, c'est un pays dans lequel il y a plusieurs tribus qui se sont assemblées du coup pour former la nation du Wakanda. On a plein de designs très différents pour chaque tribu. Les costumes sont top. Les costumes sont vraiment vraiment top. Là, on a le personnage de Shuri qui est la petite sœur de T'Challa. Qui elle est hyper importante dans le film. C'est elle qui s'occupe des technologies du vibranium, des innovations du costume, parce que le costume est remis à jour par rapport à Civil War. Forcément. On sent, en premier, on est plongé dans un univers hyper nouveau, qu'on n'a pas vu, ce côté Afrique traditionnelle, ancestrale, et ce côté technologie futuriste, hyper fantasmée. On a la ville, elle a des grands immeubles tout en verre, hyper beaux au milieu de la jungle, avec des espèces de trains magnétiques qui passent. Est-ce que je me permets de te couper, est-ce que sur l'univers, on peut faire un parallèle avec Thor, qui a à peu près ce côté... J'y ai pensé. Effectivement, on a ce côté, ça peut faire penser à Asgard, quand on arrive où il y a ces grandes tours dorées et tout dans Asgard. Seulement Asgard, moi j'ai souvent trouvé ça assez vide au final, parce qu'on te montre toutes ces tours, on te montre la salle du trône d'Odin et tout ça, mais en fait on te montre pas les gens. Genre on voit la famille royale, un peu le roi, enfin on te montre Odin, très très vite fait la reine, la mère de Thor. Pas forcément l'univers. Mais en fait on te montre pas l'univers. On a des scènes où il y a T'Challa qui est du coup sur son trône avec autour de lui les chefs de clan des autres tribus. On a au début du film, au moment de son couronnement, chaque tribu, ils sont sur une grande falaise. On a les membres de chaque tribu. Il y a des gens qui vivent dans cet univers. Donc par rapport à Thor, c'est un univers qui a l'air un peu plus palpable en fait. On y croit en fait. Je dis pas qu'on croit pas à Asgard, mais c'est vrai qu'Asgard, on a vu ça dans Thor 1, puis dans Thor 2, maintenant dans Thor Ragnarok. Et dans Thor Ragnarok, ça allait parce qu'on voyait les populations avec Heimdall et tout ça. Mais j'ai trouvé qu'au moins dans les deux premiers, c'était assez vide en fait comme univers. Là, on est quand même directement plongé dans toutes ces tribus et tout ça. Et voilà, donc visuellement, c'est top. Les costumes que vous avez pu voir sont vraiment magnifiques et les musiques retranscrivent hyper bien ça. Alors voilà, pour venir aux musiques, l'univers en même temps Afrique traditionnelle et Afrique futuriste, c'est mis en musique par du coup le côté traditionnel des percus genre africaines et des chants africains traditionnels mélangés avec des sons hip-hop et des gros beats bien lourds, bien sympas, des sons comme que fait Kendrick Lamar. Ça marche hyper bien. Et du coup, il y a des moments où genre ça se mélange, c'est-à-dire qu'on va avoir un plan avec un immeuble hyper futuriste, mais derrière on a des chants traditionnels. Donc ça se mélange super bien et ça fonctionne hyper bien. Les personnages sont tous
très attachant. Ouais. Les personnages secondaires sont vraiment hyper bien travaillés. Là, vous avez à l'écran le personnage de Lupita Nyong'o qui s'appelle Nakia, qui est une espèce d'espionne qui va aider d'autres pays aux alentours du Wakanda et qui donc travaille avec T'Challa. Du coup, je vous ai parlé de la petite sœur de T'Challa aussi, Shuri, qui s'occupe des innovations au vibranium. Et là, Michael B. Jordan, qui est du coup Eric Killmonger. Lui, c'est l'outsider. Il n'a pas vécu au Wakanda. Je ne révèle rien du tout sur ses origines, je vous fais du zéro spoil. C'est un super bon méchant parce qu'on a vraiment son développement psychologique depuis son enfance, comment il en est arrivé là, et en fait son discours qui tient, son plan, le plan machiavélique du méchant, hein, comme on a dans tous les films, il tient vachement la route et on a presque envie de lui dire ouais mec, vas-y, j'ai presque envie de te voir gagner en fait. D'accord, okay. Genre ce que tu dis, mais ouais, ça a du sens par rapport à ton vécu, on comprend où t'en es arrivé, et on comprend d'où tu viens et on voit où tu veux venir en fait. Donc on a ce côté où en plus avec T'Challa ils se ressemblent pas du tout parce que voilà, Killmonger a vécu aux États-Unis, T'Challa c'était un peu l'enfance dorée, le prince du Wakanda machin, et donc on a cette confrontation de deux visions complètement différentes et ça fonctionne super bien. Et voilà, de manière générale tous les personnages sont super bien travaillés. Moi j'ai un coup de cœur pour Okoye, qui est la générale des troupes du Wakanda, que vous avez ici à gauche, qui est interprétée par Danai Gurira, j'espère que je prononce bien. C'est Michonne de The Walking Dead. D'accord. Okay. Pour les gens qui la reconnaîtraient pas, parce que c'est vrai que elles sont voilà toutes les membres de la garde du Wakanda sont des femmes et elles sont toutes chauves. Elles en imposent physiquement. Elles sont Danai Gurira, elle est très carrée d'épaule. Elles en imposent physiquement et c'est vrai que ça déconne zéro. Les personnages féminins sont très bien travaillés. C'est vraiment un bon moment. Enfin, presque on n'a pas l'habitude de voir autant. On est gars à boire et à manger quoi dans le film. Il y a vraiment à boire et à manger quoi. Et en plus de ça, il s'intègre bien dans le MCU, mais en fait on l'oublie un peu. Quand on regarde Black Panther, on oublie un peu que c'est avec ah oui alors il va rejoindre plus tard, va y avoir Iron Man machin et tout avec lui. En fait on s'en fiche. On est là pour suivre T'Challa, on est là pour comprendre qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Le film est hyper bien foutu et en plus voilà, je veux juste faire un petit point qui est quand même important. Le film est réalisé par Ryan Coogler, c'est ça. C'était le réalisateur du film Creed, que j'ai pas vu mais j'aime beaucoup les films Rocky, donc j'ai très envie de voir ce film Creed où il y a aussi dedans du coup Michael B. Jordan. Il a rappelé cet acteur pour Black Panther et du coup ce film est à 98% un casting afro-américain ou directement d'origine africaine, ça dépend des acteurs. Et bon voilà, faut le mentionner parce que c'est hyper important. C'est pas la première fois qu'on a un super-héros noir. On a comment il s'appelle ? Blade, merci, voilà, avec Wesley Snipes, qui date de 98, je crois que j'ai regardé tout à l'heure, il me semble qu'il date de... Le premier ? Ça doit avoir 20 ans maintenant, Blade. Blade 2 était bien cool aussi. Donc voilà, c'est pas le premier super-héros noir. Par contre, là, on est dans un film qui s'inscrit quand même dans une énorme continuité, puisqu'on est au 18e film du MCU. C'est énorme, en fait, d'avoir autant un casting. J'ai lu un article de Lupita Nyong'o, elle était hyper impressionnée en arrivant sur le plateau de voir non seulement le réalisateur, mais en plus les figurants, autant d'un casting afro-américain, c'est quasi une première, en fait. Littéralement, dans le film, il y a deux acteurs blancs. On a Martin Freeman, du coup, qui revient, parce qu'on avait vu aussi dans le rôle, il fait un agent de la CIA, du coup, un américain. Qu'on avait déjà vu dans Civil War et qui du coup là revient aussi, et Andy Serkis qui joue Ulysse Klaue, qui est un trafiquant de vibranium que lui qu'on avait vu dans Age of Ultron, dans Avengers 2. Donc voilà, c'est des personnages qui reviennent, mais d'un autre côté, si on n'a pas vu Civil War, si on n'a pas vu Age of Ultron, il se regarde quand même. C'est pas grave parce qu'en fait on nous réexplique. Au moment où il y a Ulysse, voilà, il te présente Ulysse, trafiquant de vibranium, il en a volé, il veut en revendre, blabla. On n'a pas besoin d'avoir vu Age of Ultron pour se rappeler qui c'est. On peut même carrément avoir oublié ou machin. C'est pas grave. On représente les personnages. Si vous les avez pas vus, vous allez tout comprendre, vous n'allez pas être paumé. Donc c'est hyper bien foutu. Vraiment, moi j'ai envie de dire, allez-y. Donc du coup, t'as kiffé. Ah ouais, j'ai kiffé. C'est un très très bon film. 18 films, c'est chaud en marathon. Ouais, mais
qui va vraiment faire un marathon MCU? Quand on peut regarder tout seul, tu te cales pendant 2 heures. Il y a des fous furieux. Tu regardes Black Panther et tu passes une bonne soirée. Vraiment, moi je trouve que le MCU s'efface un peu derrière, et c'est ça, je trouve, de filer un film à un réalisateur qui a une vision de son personnage, qui veut faire quelque chose et qui en plus le fait bien. C'est ça en fait. Je pense qu'il se classe facilement. Là, du coup, si on veut faire. Les gens aiment bien faire ça. Quand il y a un nouveau film du MCU, on fait le top du est-ce que c'est le meilleur Marvel qui est sorti. D'accord. Clairement, il est parmi les meilleurs. En termes de sous-texte, du coup, racial et tout ça. Je pense que c'est la première fois dans le MCU qu'on voit autant de sous-texte. Parce que les autres, ça reste assez plan-plan. Ouais. On avait un peu de PTSD militaire avec Tony Stark dans Iron Man 3, mais c'était pas hyper développé non plus. Ouais. Après, c'est jamais des films. Il y a autre chose que l'histoire du film. Ça reste des productions Disney. Normalement, ça marche un peu sur des œufs pour fâcher personne. Là, Ryan Coogler, il est pas venu pour dire que des gentillesses, on va dire, mais il le fait bien, ça alourdit pas du tout le film. C'est pas un plaidoyer de la communauté noire et tout, c'est bien foutu, c'est juste ce qu'il faut, c'est pas du tout, alourdissant, quoi. Ça plombe pas le film, quoi. Okay. C'est juste ce qu'il faut, et franchement, moi je dis chapeau parce que c'était nickel, c'était exactement ce qu'il fallait en fait. Ok. Donc voilà, allez voir Black Panther. Donc allez-y. Black Panther, recommandation de la part de Lucie. Mais oui, c'était super bien. Allez, écoutez, on a fini tous nos sujets, donc on va passer directement à la fin de l'émission. Alors là, ça débat dans la chatroom. Le meilleur, c'est Winter Soldier. Voilà. J'ai pas encore eu Black Panther. Comparé à Black Lightning, c'est une série, on va pas comparer. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Écoutez, vous allez voir le film si vous le souhaitez, et puis on fera. Moi, je vous le recommande très chaudement. Voilà. Très bien. Écoutez, hop, pour nous retrouver sur Twitter, personnellement nous-mêmes, nos 2 adresses sont ici. Si vous voulez nous revoir après l'émission et nous parler de choses diverses et variées, vous pouvez aussi vous rendre sur geeking.fr. Vous avez la partie donc qui est intéressante puisque ça nous permet de continuer à produire des émissions, payer le studio, etc. Ainsi que la chaîne Twitch, bien évidemment. Vous pouvez vous y abonner, comme on vous remercie à chaque fois que vous avez en plus dessus l'agenda des prochaines émissions. Et l'agenda des prochaines émissions. Alors, on avait dit que cette semaine on ferait l'émission cinéma. On l'a pas faite, on va la faire la semaine prochaine. On n'a pas assez bien bossé là-dessus, donc on voulait changer 2-3 petits trucs. Ce sera pour la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, il n'y aura pas de Beats puisque personne sera dispo étant donné que Christophe est à Paris. Donc on remplacera tout ça. Ouais. Enfin, vous voyez l'agenda et puis on se démerde. Donc mercredi, à la place de Beats, ce sera Box Office. Exactement. Voilà. Écoutez, sur ce, on vous embrasse, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous donner vos retours dans les commentaires ou via le compte Twitter de l'émission. Bref, on vous embrasse. Voilà. Merci d'avoir suivi l'émission. Bye bye. Bye bye. Salut.